Salut à tous. L'équilibre des forces dans la guerre de Poutine est ébranlé par l'initiative d'un acteur auquel il ne s'attendait pas, la Turquie. Dans cette guerre, l'un des atouts les plus précieux de l'Ukraine a été les missiles balistiques ATACMS, capables de frapper loin derrière les lignes de front. Ces missiles ont traqué les bases aériennes russes, les batteries S-400, les lanceurs Iskander et les centres de commandement, transformant l'arrière profond, que Moscou croyait à l'abri, en champ de bataille. Apparemment, même l'arrière sûr vient de découvrir que la géographie n'est pas une police d'assurance. Mais cet atout de Kiev présentait une vulnérabilité critique. L'arsenal a été épuisé au début de l'année dernière et aucun réapprovisionnement n'arrivait parce que, comme Reuters l'a révélé la semaine dernière, les États-Unis avaient épuisé la quasi-totalité de leur stock d'ATACMS pendant la guerre de 5 mois contre l'Iran. Les réserves de Washington étant à peine suffisantes pour ses propres besoins, il ne restait plus de missiles à fournir à Kiev. Pour cette raison, l'Ukraine n'a pas eu un seul missile ATACMS en sa possession depuis plus d'un an. Un atout redoutable devient nettement moins impressionnant lorsque le jeu de cartes est vide. Maintenant, ce verrou est en train de sauter et la clé vient d'Ankara, pas de Washington. Selon des documents versés au registre officiel du Congrès américain, la Turquie vend à l'Ukraine 70 missiles balistiques ATACMS, 12 lanceurs M270 et des dizaines de milliers de munitions à sous-munitions. Ce lot, d'une valeur d'environ 300 millions de dollars, constitue à ce jour le plus important transfert d'armes de la Turquie vers Kiev. Washington a déjà annoncé être prêt à donner son approbation. Une fois le délai légal d'examen expiré, les missiles pourront être expédiés. La diplomatie arrive parfois avec une mallette. Cette fois, la mallette semble contenir des lanceurs. Il ne s'agit pas d'une vente d'armes ordinaire. La deuxième plus grande armée de l'OTAN transfère à l'Ukraine des missiles balistiques qui frapperont la Russie, tout en maintenant ses liens énergétiques et commerciaux avec Moscou. Le Kremlin peine à trouver une réponse. C'est une danse délicate. Une main vous serre la vôtre pendant que l'autre réorganise discrètement l'échiquier. Tout a commencé avec 2 documents versés au registre officiel du Sénat américain le 6 août. Les notifications inscrites au dossier par le président de la Commission sénatoriale des Affaires étrangères, Jim Risch, avaient été transmises aux législateurs par le département d'État le 3 août. Le fondement juridique est simple. Les ATACMS et les M270 sont tous deux de fabrication américaine. En vertu de l'Arms Export Control Act, un pays ne peut transférer à un pays tiers des armes d'origine américaine présentes dans son inventaire sans l'autorisation de Washington. La Turquie a demandé cette permission et Washington a officialisé sa réponse. Nous sommes prêts à approuver par l'intermédiaire de ces documents. Rien n'évoque mieux le suspense géopolitique qu'un délai légal d'examen. Le contenu des documents ressemble à une liste d'achats susceptibles de modifier le cours de la guerre. 70 missiles balistiques ATACMS M39, 12 systèmes M270 capables de lancer ces missiles, 2524 roquettes à sous-munitions et 47 000 obus d'artillerie à sous-munitions. La valeur initiale totale est d'environ 284 millions de dollars, mais il ne s'agit pas du prix de vente. C'est la valeur d'acquisition initiale de ces armes auprès des États-Unis, la facture que la Turquie présentera réellement à Kiev, ainsi que les modalités de paiement n'ont pas été rendues publiques. Les entités qui transporteront physiquement les armes ne sont pas des États, mais des entreprises de défense et de logistique titulaires de licences d'exportation. Aux côtés de sociétés turques comme MKE et Asfat, une entreprise bulgare et une entreprise américaine font également partie de la chaîne d'approvisionnement. La géopolitique moderne maîtrise parfaitement l'art de faire passer un transfert de missiles pour une simple opération de frais international. Il est peu probable que cette approbation soit bloquée. De facto, aucun vote du Congrès n'est nécessaire, à moins que les 2 chambres n'adoptent une résolution conjointe de désapprobation pendant le délai légal d'examen. L'autorisation entre automatiquement en vigueur. Dans les circonstances actuelles, une telle résolution n'est pas attendue, puisque la Chambre des représentants est en congé jusqu'au 31 août et le Sénat jusqu'au 14 septembre. Comme le résume la presse américaine, la fenêtre se refermera sans qu'aucune mesure ne soit prise. Parfois, l'histoire avance non pas grâce à un vote spectaculaire, mais simplement parce que tout le monde est en congé.
Les documents précisent que le transfert commencera immédiatement à l'expiration de cette période. Les livraisons physiques sont prévues entre la fin de l'année et le début de 2027. Sur le champ de bataille, les armes figurant sur cette liste ont des implications très précises. La vedette de la liste est bien sûr l'ATAC-MS. Le M39 inclus dans le lot est le premier membre de cette famille. Un missile balistique à guidage inertiel d'une portée de 165 km. Mais sa véritable signature réside dans son ogive. Un seul M39 emporte une ogive à sous-munitions qui disperse 950 sous-munitions sur la cible. Cette arme est conçue pour frapper des cibles de zone et non des cibles ponctuelles. Un seul missile peut frapper simultanément une superficie équivalente à plusieurs terrains de football. La plateforme permettant de le lancer fait également partie du lot et les 12 M270 sont plus précieux qu'on pourrait le croire. Ce lanceur chenillé est le grand frère du célèbre HIMARS utilisé par l'Ukraine. Alors que le HIMARS transporte un seul module de lancement, le M270 en transporte deux. Dans ce portrait de famille, le grand frère n'est manifestement pas venu pour poser devant l'appareil photo. De plus, dans une guerre où la Russie consacre d'immenses ressources à traquer les lanceurs ukrainiens, chaque nouvelle plateforme ajoutée à l'inventaire agit comme un multiplicateur de force pour le déploiement. À mesure que les positions de tir se multiplient, il devient impossible de toutes les localiser simultanément. Les 2524 roquettes à sous-munitions et les 47 000 obus d'artillerie à sous-munitions qui accompagnent l'eau représentent le volet d'artillerie de la même logique. Saturer des zones sur la ligne de front. Il n'est pas nécessaire de deviner ce que ces armes peuvent faire. Leur bilan est connu. L'Ukraine a tiré des attaques MS pour la première fois en octobre 2023. Les ogives à sous-munitions qui se sont abattues sur les bases aériennes russes de Berdiansk et de Luhansk ont décimé des flottes d'hélicoptères en une seule nuit. Une chasse systématique s'est ensuite engagée, visant aussi bien les batteries S-400 que les lanceurs Iskander. Quant au bilan de la famille de lanceurs incluse dans ce lot, elle a signé l'une des pages les plus violentes de la guerre. Les roquettes qui ont frappé les baraquements temporaires de Makivka dans les premières minutes de 2023 ont, selon la déclaration officielle du ministère russe de la Défense lui-même, tué 89 de ses soldats. Il s'agit de la plus lourde perte lors d'un seul incident que Moscou ait jamais reconnu. Lorsque même le communiqué officiel paraît sombre, c'est que la couche habituelle de vernis est manifestement épuisée. En plein milieu de ce bilan, au début de 2025, l'arsenal s'est tu. Lorsque l'épuisement des stocks américains pendant la guerre contre l'Iran a empêché de nouvelles livraisons, l'Ukraine s'est retrouvée sans attaque MS et pendant plus d'un an, l'arrière profond russe a vécu à l'abri de cette menace. Le lot turc vient combler précisément ce vide. Il s'agit du premier réapprovisionnement en attaque MS depuis plus d'un an et aucun problème d'intégration ne se pose. Les forces armées ukrainiennes utilisent depuis des années les infrastructures M270 et HIMARS. Le jour où les missiles arriveront, ils seront prêts à être tirés. Pas d'adaptateur, pas de tutoriel, pas de cérémonie avec ruban à couper. On déballe et on passe à la suite. La raison pour laquelle Ankara a pris cette décision est en partie inscrite dans la section justificative du document. La Turquie se départit de ses stocks vieillissants et réaffecte ses ressources à des systèmes modernes. C'est vrai, mais ce n'est que la partie visible de la scène. Car il existe une centaine de façons de se débarrasser de vieux stocks, et Ankara a choisi la plus significative. Elle envoie ses armes à un pays en guerre contre la Russie plutôt qu'à la ferraille. La retraite peut apparemment constituer une phase étonnamment active dans la vie d'un missile. Ce choix n'a pas été fait dans le vide. Le partenariat de défense entre Ankara et Kiev constitue l'un des fils conducteurs les plus constants de cette guerre. Dès les premières semaines du conflit, les Bayraktar TB2 sont devenus mondialement célèbres en traquant les colonnes blindées russes. Une partie des plus de 50 appareils a été offerte ou vendue au prix coûtant. Puis sont arrivés les véhicules blindés Kirpi, les systèmes de guerre électronique, les mortiers et les munitions. Le volet naval est encore plus stratégique. Les corvettes Milgem, qui représentent l'avenir de la marine ukrainienne, Hetman Ivan Mazepa et Hetman Ivan Vyovsky, ont été construites dans des chantiers navals turcs.
Des projets de production conjointe de drones sont également sur la table. Le titre donné par Oryx, qui tient un registre en source ouverte, à son dossier consacré à la Turquie, résume la relation l'allié indéfectible. Et ce partenariat présente une caractéristique essentielle qui le distingue de ceux conclus avec les pays occidentaux. Ankara n'impose aucune restriction d'utilisation aux armes qu'elle fournit. Alors que Washington et Berlin ont pendant des mois sorti leur livraison de conditions interdisant leur utilisation sur le territoire russe, aucune disposition semblable n'a jamais été signalée dans les livraisons turques. Du côté d'Ankara, les petits caractères semblent du moins ici nettement moins nombreux que chez les autres. Pour Ankara, le bénéfice visible de ce lot est financier. Des missiles et des lanceurs qui auraient autrement atteint la fin de leur durée de vie dans des dépôts sont convertis en une ressource de 284 millions de dollars réinjectés dans les systèmes nationaux. Un niveau plus haut se trouve le bénéfice industriel. Grâce à ce transfert, des entreprises turques comme MKE et Asfat entrent officiellement dans les maillons de la chaîne d'approvisionnement la plus surveillée au monde. Une référence de fiabilité est prouvée en conditions de combat. Il n'existe guère de vitrine plus précieuse sur le marché mondial de l'armement. Dans l'industrie de la défense, la salle d'exposition peut malheureusement être un champ de bataille bien réel, mais le véritable bénéfice est stratégique. L'avenir de la mer Noire finira par être discuté autour d'une table de négociation. Et la Turquie s'assiera à cette table, non seulement comme le pays qui détient les clés des détroits, mais aussi comme un partenaire ayant contribué à la survie de l'Ukraine. Interpréter cette décision comme la preuve que la Turquie est devenue partie prenante à la guerre reviendrait à mal comprendre complètement la stratégie d'Ankara. Car au cours de cette même semaine, cette même Turquie mettait également en place l'architecture régionale la plus ambitieuse en matière de paix et de stabilité. Ankara semble déterminé à vendre à la fois l'extincteur et l'argument démontrant pourquoi il vaut mieux en garder un à portée de main. La scène la plus récente de cet exercice d'équilibriste se trouve en mer Noire. Dans un contexte où des navires commerciaux battant pavillon turc ou liés à la Turquie étaient attaqués successivement, le réflexe d'Ankara n'a pas été l'escalade, il a été l'arbitrage. Le ministre des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a lancé exactement le même appel à Moscou et à Kiev, un moratoire réciproque sur les attaques visant les navires commerciaux, en déclarant « Au début, ils attaquaient les ports et les navires militaires. Maintenant, ils attaquent indistinctement tous les navires commerciaux. » La proposition de Fidan s'inscrivait dans la continuité du moratoire sur les attaques contre les installations énergétiques qu'Ankara avait précédemment mis sur la table. Dans cette guerre, la Turquie est la seule capitale à présenter avec persistance des formules de cessez-le-feu aux belligérants. Mais un arbitre possède aussi un sifflet. Pendant ces mêmes jours, des mesures fondées sur la sécurité ont été mises en œuvre concernant le passage dans les détroits des navires se dirigeant vers Novorossiysk. Les transits sont rapidement revenus à la normale dans le cadre de la Convention de Montreux, mais le message avait été transmis. Ankara n'a pas interrompu les passages, mais elle a rappelé à toutes les parties que le contrôle des détroits constitue un pouvoir opérationnel susceptible d'être exercé à tout moment. Un sifflet est un équipement bien modeste, jusqu'au moment où tout le monde se rappelle qui contrôle la porte. La résonance de ces initiatives de l'autre côté de l'Atlantique mérite également l'attention. Du côté de Washington, le tableau est clair. Pour une Amérique dont les propres stocks d'attaques MS ont fondu pendant la guerre contre l'Iran, ouvrir les inventaires des alliés à l'Ukraine fait désormais partie de l'approche officielle. Et le département d'État a approuvé le premier grand exemple de ce modèle en jugeant le transfert turc conforme aux objectifs d'aide en matière de sécurité. Lorsque votre propre garde-manger est vide, l'Alliance devient soudainement un garde-manger collectif très pratique. Du côté de l'OTAN, la portée symbolique est encore plus forte. Le sommet de juillet de l'Alliance s'est tenu à Ankara cette année. Selon l'analyse publiée après le sommet par l'Atlantic Council, à un moment où les États-Unis envisagent de réduire leur présence militaire en Europe, la Turquie s'est distinguée comme le pays définissant son propre rôle dans la nouvelle OTAN. L'expression utilisée par Foreign Affairs pour décrire ce processus résume la trajectoire d'Ankara en un seul concept, un réalignement discret. Une Turquie qui,
sans brûler les ponts avec qui que ce soit, met progressivement son poids au service de l'architecture de sécurité occidentale. Discret peut être, mais on voit clairement que les meubles sont en train de changer de place. Ce même équilibre s'est forgé sur une scène beaucoup plus vaste au cours de cette même semaine. Le 7 août, soit le lendemain même de la publication des documents du Congrès, le président Erdogan se trouvait à la Mecque. L'accord conjoint de défense de la Mecque, signé avec le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salmané et le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, considère qu'une attaque contre l'un des trois pays constitue une attaque contre tous. Comme Fidan l'a décrit, il s'agit d'un mécanisme techniquement comparable à l'article 5 de l'OTAN. La puissance combinée de ces poids lourds est frappante. La deuxième plus grande armée de l'OTAN, la puissance financière du Golfe, est le seul État du monde islamique doté de l'arme nucléaire. Ce n'est pas exactement le genre de trio qu'on oublie en préparant le plan de table. Mais l'identité du pacte est plus importante que sa puissance. Comme les signataires ne cessent de le souligner, l'accord est purement défensif. Il ne vise aucun pays, y compris l'Iran, et il est ouvert à toute nation de la région souhaitant la stabilité, à commencer par l'Égypte. Autrement dit, il ne s'agit pas de construire un bloc. Il s'agit de confier la sécurité régionale à la région elle-même. Mais, pour Moscou, la lecture entre les lignes est amère. À mesure que la région assure elle-même sa sécurité par l'intermédiaire de ses propres institutions, le besoin d'acteurs extérieurs, y compris la Russie, s'évapore. De plus, de l'Arabie saoudite au Pakistan, les marchés traditionnels de l'industrie russe de l'armement sont rattachés à un partenariat dans lequel les technologies de défense turques occupent une place centrale. Un marché peut se perdre avec beaucoup moins de cérémonies qu'un champ de bataille. En fait, un autre maillon de cette même vision avait été posé à Ankara à peine un jour avant le pacte. Fidan s'est entendu avec son homologue syrien pour créer un conseil de coordination stratégique de haut niveau entre les deux pays. Des projets comme l'initiative des 4 mers figuraient à l'ordre du jour. Celle-ci reliera le Golfe à la Méditerranée et à la mer Noire, arrimant un voisin ravagé par la guerre à la stabilité grâce au commerce et aux infrastructures, constituant le flanc sud de cette même stratégie, et une autre perte à inscrire au bilan de Moscou. Le vide laissé par la Russie, qui a perdu son plus ancien allié méditerranéen avec la chute d'Assad, est progressivement comblé par Ankara. Les vides géopolitiques, contrairement aux appartements, restent rarement vacants longtemps. La réponse à la question de savoir pourquoi une capitale qui fait tout cela remet également des missiles balistiques à l'Ukraine se trouve dans l'avertissement lancé par Fidan cette même semaine, qui a fait les manchettes partout dans le monde. Le ministre a explicitement déclaré que la Russie pourrait recourir aux armes nucléaires en cas d'escalade incontrôlée de la guerre. Lorsque la guerre d'usure sur la ligne de front se transforme en guerre d'usure derrière les lignes de front, vous utilisez les derniers outils dont vous disposez. Tout ce que les gens affirment impossible finit par arriver. Ces phrases ne sont pas le langage d'un pays qui souhaite la guerre. C'est le langage d'un pays qui voit l'abîme avant les autres et qui investit précisément pour cette raison dans l'équilibre. Dans la stratégie d'Ankara, les armes et la diplomatie ne sont pas des solutions opposées. Elles sont les conditions préalables l'une de l'autre. Sans dissuasion, la diplomatie n'est qu'une liste de souhaits. Sans diplomatie, la dissuasion n'est qu'une force aveugle. La Turquie utilise les deux simultanément. Le lot d'attaque MS n'est que le dernier poids placé sur le plateau de la dissuasion dans cet équilibre. Autrement dit, la branche d'olivier semble jugée plus solide lorsque l'autre main n'est pas vide. Vu depuis Moscou, l'image de cette même semaine tient en une seule phrase. Ankara, que le Kremlin croyait avoir maintenu en équilibre pendant des années, redistribue les cartes et la liste des réponses possibles de Moscou est plus courte qu'elle ne l'a jamais été. Parce que la dépendance de la Russie à l'égard de la Turquie est plus profonde que celle de la Turquie à l'égard de la Russie. Dans le domaine énergétique, Ankara est à la fois un important acheteur de gaz russe et le corridor permettant à celui-ci d'accéder à l'Europe. À AQU, une entreprise publique russe construit une centrale nucléaire de plusieurs milliards de dollars. L'abandonner avant son achèvement reviendrait à enterrer son propre argent. Il est beaucoup plus facile de claquer la porte
lorsque le béton ne contient pas plusieurs milliards de vos propres dollars. Sur les routes du commerce et du tourisme, la Turquie constitue l'une des voies respiratoires d'une Russie enfermée derrière un mur de sanctions. Et surtout, Moscou devra un jour s'asseoir à la table des négociations. Or, le seul médiateur capable de mettre cette table en place et de parler aux deux capitales est Ankara. Perdre la Turquie signifierait pour le Kremlin non seulement perdre un partenaire, cela signifierait perdre la porte de sortie. C'est pourquoi l'éventail des réponses envisagées par les analystes relève davantage de la nécessité que de la puissance, notes de protestation diplomatique, pression lors des négociations énergétiques, représailles dans les secteurs du commerce et du tourisme, accélération des routes d'exportation alternatives. Un menu impressionnant, même si le plat intitulé « Solution simple » en est manifestement absent. Une réponse militaire directe est toutefois considérée comme un scénario hautement improbable par le consensus de ces mêmes analyses. La Turquie étant membre de l'OTAN, toute mesure prise comporte le risque de déclencher l'article 5 de l'Alliance. Il n'est pas nécessaire d'attendre de déclarations officielles pour comprendre comment Moscou interprète ces initiatives. Le flot de manchettes provenant de l'écosystème des médias d'État russes au cours de la dernière semaine est suffisamment éloquent. Des sites liés au même réseau ont successivement présenté chaque initiative d'Ankara sur un ton alarmiste. Les mesures concernant les détroits ont été présentées sous le titre « La Turquie ferme la mer Noire ». La nouvelle du transfert a été décrite comme la révélation d'un plan rusé. Et les signatures de la Mecque ont été soulignées comme une copie de l'article 5 de l'OTAN. Lorsque les manchettes commencent à crier, le silence ailleurs devient étonnamment éloque. En Russie, le ton des médias d'État n'est jamais indépendant de la ligne du Kremlin. Et l'alarme perceptible dans ce ton constitue l'indicateur le plus lisible du malaise dissimulé derrière le silence officiel. Une initiative ne peut réellement être contrée que par des actes et non par une manchette. C'est exactement ce que Moscou a fait la semaine dernière. Le résumé de l'équation est le suivant. Poutine peut être en colère contre la Turquie, mais il ne peut pas se passer d'elle. Et parce que Ankara le sait, elle exécute ses initiatives sans crainte. Il est difficile de claquer la porte lorsque la personne de l'autre côté détient la clé du corridor. Ce tableau présente tout de même des points faibles, et l'importance du transfert peut être contestée. Le M39 est le membre le plus ancien de la famille Atak-MS. Il utilise un guidage inertiel sans GPS, possède la portée la plus courte de la famille avec 165 km et ses cellules approchent de la fin de leur durée de vie. Comparé aux variantes de 300 km utilisées par l'Ukraine en 2024, ces missiles appartiennent à une génération précédente. L'objection portant sur la quantité repose également sur des bases solides. 70 missiles représentent les munitions nécessaires à quelques semaines de campagne intensive dans une guerre d'usure qui dure depuis 4 ans et demi. À eux seuls, ils ne feront s'effondrer aucune ligne de front. 70, ce n'est pas l'infini, malgré ce que certaines manchettes dramatiques pourraient parfois laisser croire. L'objection concernant l'équilibre demeure elle aussi. Ankara ne brûle pas les ponts. Le gaz russe continue de circuler. Akkuyu continue de s'élever. Le commerce continue de fonctionner. Même les mesures dans les détroits ont été assouplies en l'espace de quelques jours. Le commentaire des publications pro-russes est également tout prêt. La Turquie suit cette ligne depuis des années. De toute façon, il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau bien sûr à part les missiles, les mesures dans les détroits et les accords qui arrivent tous au cours de la même semaine, mais ces arguments négligent plusieurs éléments. L'arme est ancienne, mais la mission ne l'est pas. Le M39 à ogive à sous-munitions est conçu précisément pour le type de cible que l'Ukraine frappe le plus souvent, position de défense aérienne, aire de stationnement et zone de rassemblement. Et pour une armée qui n'a pas eu un seul Atak-MS depuis 1 an, un vieux missile est incomparablement préférable à aucun missile. L'âge devient une critique assez secondaire lorsque l'autre option est un lanceur vide. La quantité est faible, mais le précédent est immense. Pour la première fois, un pays de l'OTAN transfère des missiles balistiques à l'Ukraine et la chaîne d'entreprises turques, bulgares et américaines qui exécutent ce transfert constitue un modèle susceptible d'être reproduit encore et encore une fois établi.
La caractéristique la plus importante du premier lot est précisément qu'il s'agit du premier. Personne ne garantit que ce sera le dernier. La première livraison n'est pas seulement une cargaison, c'est aussi une porte dont on vient de démontrer qu'elle peut s'ouvrir. L'équilibre ne s'est pas rompu. C'est vrai, mais la définition même de cet équilibre a changé. Une Moscou qui a vu au cours de la même semaine un transfert de missiles, un filtre dans les détroits et les signatures de la Mecque sait désormais à quoi ressemble une Turquie équilibrée. Et ceux qui savent le mieux, si tout cela est nouveau ou non, sont les médias russes eux-mêmes, qui multiplient les manchettes paniquées. L'équilibre est un mot charmant jusqu'au moment où la balance commence à bouger sous vos pieds. En résumé, dans les relations internationales, la puissance se mesure parfois non pas à la taille des armées, mais à l'aiguille d'une balance. Ankara se tient sur l'aiguille de cette balance depuis 4 ans et demi, Moscou avec l'énergie et le commerce sur un plateau, Kiev avec les armes et les chantiers navals sur l'autre, et au milieu, un point d'équilibre que personne ne peut se permettre d'abandonner. Ce qui s'est produit récemment n'est pas une rupture de l'équilibre, mais l'aiguille qui indique vers quel plateau son poids va pencher. Des missiles pour l'Ukraine, un filtre dans les détroits et des signatures à la Mecque. La balance ne s'est pas brisée, elle semble simplement avoir développé une préférence plutôt gênante. Et tandis que le Kremlin observe ce tableau, il se retrouve face à une seule réalité. Lorsque l'aiguille de la balance se déplace, il n'a plus la main nécessaire pour la repousser. C'est peut être la conséquence la moins discutée de la guerre de Poutine. Moscou ne perd pas seulement du territoire sur une ligne de front, des navires en mer ou des chars et des dépôts. Elle perd du poids à la table des négociations. Les partenaires qu'elle croyait indispensables font, les uns après les autres, leurs propres calculs. Et dans aucun de ces calculs, une Russie affaiblie n'occupe autant de place qu'autrefois. En diplomatie, perdre du poids est bien le seul régime auquel aucune grande puissance ne s'inscrit volontairement. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.